Avant la vidéo d'aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les dernières vidéos. Si vous souhaitez voir un cas ou un sujet couvert par Paranormal Illisted, alors rendez-vous sur criminalillisted.com et remplissez le questionnaire sous l'onglet Suggérer un cas. Numéro 3. L'incendie du théâtre Iroquois. Le 23 novembre 1903, le théâtre Iroquois a ouvert à Chicago, Illinois. Les propriétaires l'ont ouvert en avance, espérant qu'il pourrait générer plus de profit au lieu d'ouvrir en plein hiver. Mais ils ont affirmé n'avoir fait aucune économie de bout de chandelle. Ils ont affirmé que le bâtiment était incombustible. 6 semaines après son ouverture, l'après-midi du 30 décembre 1903, il y avait une représentation de la comédie musicale Monsieur Barbe-Bleue. Barbet. Le théâtre avait une capacité d'accueil de 1700 personnes, mais avec les places debout, 2000 personnes pouvaient entrer dans le théâtre. Pendant le deuxième acte, vers 15h20, le public a vu un éclair d'un projecteur se propager au rideau. L'équipe de scène a tenté de fermer le rideau de sécurité, mais il s'est coincé alors que le personnel essayait d'éteindre l'incendie. Au début, les machinistes ont demandé au public de rester calme pendant qu'ils tentaient d'éteindre l'incendie. Les artistes et l'orchestre ont continué le spectacle, essayant d'ignorer l'incendie. L'incendie s'est finalement propagé, enflammant des robes imbibées d'huile et des décors peints à l'huile. La panique a commencé à gagner les spectateurs du théâtre. La foule, surtout des femmes et des enfants, s'est ruée vers les sorties. L'ouverture des portes latérales par le personnel et l'équipage a provoqué un retour de flammes, soufflant une boule de feu à travers le théâtre. Les points chauds ont accéléré l'incendie du théâtre. Malgré la présence de près de 30 sorties de secours, les membres du public n'ont pas pu trouver les sorties d'incendie. Les propriétaires n'ont pas clairement indiqué les sorties du bâtiment. De plus, de nombreuses portes étaient verrouillées pour empêcher l'intrusion. Les gens se sont précipités vers les portes sous la marquise. Elles ne s'ouvrent que vers l'intérieur. Alors que le public s'entassait contre la porte, les personnes ne pouvaient pas l'ouvrir, les laissant piégés. Plusieurs spectateurs dans les balcons ont essayé de sortir par les sorties de secours du deuxième étage. Cependant, ces sorties de secours n'étaient pas terminées et les portes s'ouvraient sur le vide. Des personnes ont été poussées hors des portes et sont tombées à leur mort. Dans tout ce chaos, le département des incendies était introuvable. Il s'est avéré que les propriétaires de l'immeuble n'avaient jamais bien installé l'alarme incendie. Un membre de l'équipe du théâtre a couru vers un bâtiment voisin et a activé une alarme incendie. Lorsque les pompiers sont arrivés, il était trop tard. L'incendie s'était presque auto-éteint. L'incendie a duré environ 15 minutes. Il y avait un silence effrayant lorsque les pompiers ont ouvert la porte pour trouver des corps morts empilés en rangées. Selon un rapport, les membres de l'audience de 6 à 7 pieds de profondeur ont été trouvés non pas empilés en couches, mais enchevêtrés et tordus dans une lutte les uns avec les autres. 602 personnes ont perdu la vie ce jour-là et 250 autres ont été blessées. L'incendie du théâtre Iroquois est l'incendie de théâtre et de bâtiment unique le plus meurtrier de l'histoire des États-Unis. Bien qu'il n'ait jamais été prouvé devant un tribunal que les inspections de sécurité étaient négligentes, un article dans le Smithsonian Magazine affirmait que les responsables de la ville étaient indifférents aux violations connues. Aucun des propriétaires de théâtre n'a fait face à des conséquences juridiques. Des rumeurs de corruption circulaient. Une seule personne a été accusée en justice en lien avec l'incendie. Un barman a été accusé de voler sur les corps dans la ruelle. La catastrophe a poussé les responsables municipaux à réviser et approuver les codes d'incendie de la ville. Suite à cela, les bâtiments publics ont exigé des sorties de secours marquées et éclairées, des alarmes incendie et des portes s'ouvrant vers l'extérieur. Malgré les événements tragiques de ce jour-là, le théâtre a été reconstruit en 1926 et a changé de propriétaire au fil du temps. En 2019, le théâtre a rouvert sous le nom de Théâtre Nederlander, toujours en activité actuellement. L'héritage de l'incendie du théâtre Iroquois reste avec le théâtre.
les prétendues hantises le garantissent. De nombreuses personnes ont eu des expériences fantomatiques dans et autour du bâtiment. Le casting et l'équipe de diverses productions ont vu des silhouettes ombragées se déplacer sur le balcon. Les gens s'ennuyent souvent de la fumée dans les escaliers arrière. Les gens ont vu des apparitions portant des vêtements du début du siècle. L'ancienne membre du Saturday Night Live, Anna Gasteyer, a raconté quelques histoires sur ses expériences de théâtre dans un épisode de Celebrity Ghost Stories. Gasteyer a interprété Elphaba lors de la représentation de Wicked à Chicago de 2005 à 2006. Une chose dont elle a parlé est l'allée de la mort. C'est l'allée où certains des membres de l'auditoire sur le balcon sont tombés à leur mort. Gasteyer a dit qu'elle avait toujours eu l'aspect le plus sombre, triste et lugubre. C'était une allée terrible, vraiment, ça se sentait terrible. Fin de citation. Gasteyer a dit qu'il y avait des scènes où son personnage volait, et alors qu'elle était au-dessus de la scène dans un harnais, elle a vu des groupes de personnes qu'elle a décrits comme, je cite, presque comme des familles, des rassemblements de personnes qui étaient ensemble. Fin de citation. Mais à l'atterrissage, il n'y avait personne. Elle a également entendu la voix d'un enfant alors qu'elle se dirigeait vers sa loge. Une autre fois, en tournant le coin, elle a vu une femme avec un garçon et une fille habillés en vêtements du début du XXe siècle. Puis, soudainement, ils ont disparu. Les visiteurs ont également obtenu des photos étranges dans Death Alley comme celle sur l'écran. Certains piétons dans la ruelle ont ressenti une main froide les atteindre ou appeler leur nom. Il y a également eu des apparitions d'apparitions tombant sur le trottoir. Lorsqu'un régisseur est allé dans la ruelle pour une pause cigarette, il a entendu une voix dire, je cite, « La fumée te tuera ». Fin de citation. Il a regardé dans la direction de la voix et a vu une femme portant une jupe à cerceau qui a rapidement disparu dans l'air. Il y a également eu des événements étranges au 8e étage du bâtiment voisin. Le bâtiment était utilisé comme un triage avant que les corps n'aillent à la morgue. L'ancien théâtre iroquois est l'un des 42 lieux les plus hantés du monde selon Condé Nast Traveler, qui a été sélectionné indépendamment par les rédacteurs et les écrivains. 2. Le feu de Bostigo. L'été de 1871 a été l'un des étés les plus secs de l'histoire du Wisconsin. Peshtigo, Wisconsin, est sur les rives du lac Michigan. En 1871, c'était une ville d'exploitation forestière animée avec une usine au vent qui fabriquait des seaux et des manches à balai à partir de grumes envoyées par la rivière Peshtigo. La ville avait des magasins, des hôtels, des usines, 2 églises et une école, ce qui était impressionnant pour l'époque. La région était très boisée. Pour construire, il fallait défricher le terrain. Parfois, les travailleurs provoquent involontairement de petits feux de broussailles, mais ceux-ci peuvent être facilement gérés. De petits incendies de forêt s'étaient précédemment approchés de la ville de Bostigo sans susciter beaucoup d'inquiétude. Cependant, le soir du 8 octobre 1871, de l'air froid a intensifié certains des feux de broussailles, les poussant vers la ville. Finalement, cela s'est transformé en tempête de feu. Selon l'Administration nationale océanique et atmosphérique 1, une tempête de feu survient lorsque la chaleur d'un incendie de forêt engendre son propre système de vent. Les chercheurs qui étudient les incendies de forêt ont découvert que les vents de tempête de feu peuvent atteindre des vitesses d'environ 100 miles par heure et des températures de 2000 degrés Fahrenheit. Alors que la tempête de feu balayait la ville, les maisons et les wagons de train ont été soulevés du sol et les arbres ont été arrachés du sol. Les survivants ont dit que la tempête de feu était si bruyante, ils l'ont appelée, je cite, « le son du jugement ». Fin de citation. Beaucoup de personnes sur le chemin de la tempête de feu n'avaient aucune chance. De fortes rafales de vent arrachèrent les enfants des bras de leurs parents. La fumée était si dense qu'elle aveuglait presque les évacués pendant leur fuite. D'autres sont devenus aveugles à cause des cendres chaudes et des scories entrées dans leurs yeux. L'air surchauffé a brûlé les poumons de certains. Des personnes ont creusé des trous dans le sol ou ont sauté dans des puits d'eau potable. Les habitants se sont précipités vers l'eau pour se mettre en sécurité. Mais cela a causé un autre problème.
Certaines personnes sont mortes d'hypothermie dans l'eau froide. D'autres se sont noyées pour être restées trop longtemps sous l'eau pour éviter l'air chaud. 3 hommes qui se cachaient dans un réservoir d'eau ont été ébouillantés à mort. Une fille, Helga Rodsteed, âgée de 16 ans, a tenté de fuir l'incendie, mais la chaleur intense a enflammé ses cheveux. Les flammes ont ensuite englouti la jeune fille. Certains résidents dépassés se sont simplement allongés et ont laissé le feu les consumer. Après l'incendie, toute la ville a été détruite. Plus de 800 personnes sont mortes clairement dans la première heure. Le feu a continué à se propager. Le lendemain matin, 16 autres communautés dans un rayon de 1875 miles carrés ont été détruites. Au total, entre 1250 et 2500 personnes ont péri dans l'incendie. Le chiffre final était difficile à établir car les registres de la ville qui n'avaient pas été détruits étaient incomplets. De nombreuses victimes ont été brûlées au-delà de toute reconnaissance et enterrées dans des fosses de communes. Un gros problème était que des familles entières étaient anéanties, donc même si les restes étaient reconnaissables, il n'y avait personne pour identifier ces personnes. L'incendie de Bustigo est parmi les plus dévastateurs de l'histoire des États-Unis. Étrangement, une autre catastrophe majeure d'incendie s'est produite à 250 miles au sud de Chicago, le même jour où l'incendie a commencé. Il est connu comme le Grand Incendie de Chicago. Environ 3,3 miles carrés ont été détruits. Plus de 300 personnes ont été tuées et plus de 100 000 personnes ont été déplacées. Bien que l'incendie de Pestigo ait été plus meurtrier, il est largement oublié à l'ombre du Grand Incendie de Chicago. Il y a des témoignages étranges concernant l'incendie de Pestigo. Par exemple, plusieurs personnes prétendent avoir vu un objet noir en rotation volant dans le ciel alors que l'incendie ravageait la zone. En 1971, le Wisconsin Magazine of History a publié le témoignage du père Peter Pierron sur l'incendie de 1871. Pierron était le curé local lors de l'incendie. Il a écrit, je cite, « Quand l'ouragan a éclaté sur nous, beaucoup, surpris et terrifiés, sont sortis pour voir ce qui se passait. » Un certain nombre de ces personnes affirment qu'elles ont alors assisté à un phénomène qui peut être classé parmi les merveilleux. Ils ont vu un grand objet noir ressemblant à un ballon qui tournait dans l'air avec une grande rapidité, avançant au-dessus des sommets des arbres vers une maison qui semblait être choisie pour la destruction. À peine avait-il touché l'échelle que le ballon a éclaté avec un bruit fort semblable à celui d'un obus et au même moment, des ruisseaux de feu se sont répandus dans toutes les directions. Avec la rapidité de la pensée, la maison ainsi choisie a été enveloppée de flammes à l'intérieur et à l'extérieur, de sorte que les personnes à l'intérieur n'ont pas eu le temps de s'échapper. Certains pensent donc que c'était un objet volant, non identifié. Cependant, les experts en incendie de forêt disent que ce qu'ils ont probablement vu étaient des débris flottant au-dessus des flammes. D'autres histoires étranges sont venues des comtés d'Oligami, Brown et Manitouk. Ils sont tous à moins de 100 miles d'Estigo. Ces comtés ont été peuplés par des catholiques allemands. Peu de temps avant l'incendie, des personnes dans ces comtés prétendaient avoir vu un démon qui ressemblait à un garçon. Une description du démon était, je cite, « une longue queue enflammée, chevauchant un grand cerf noir, à plusieurs cornes répandant le feu sur son passage ». Fin de citation. Alors que l'incendie se propageait à Champion, des villageois ont trouvé refuge dans la chapelle. 12 ans plus tôt, une immigrante belge nommée Adèle Brice avait construit un sanctuaire pour honorer la Vierge Mère après avoir prétendu que Marie lui était apparue sur le site. Quand les résidents ont quitté la chapelle le lendemain, ils ont découvert que la zone autour de l'église était intacte. Cet événement a depuis été appelé le miracle du feu. C'est la seule apparition mariale officiellement reconnue et approuvée par l'Église catholique aux États-Unis. En 1951, pour le 80e anniversaire de l'incendie, une plaque commémorative a été érigée sur la fosse commune en l'honneur des victimes. Le musée du feu de Bistigo a ouvert en 1963 sur le site de l'église catholique Sainte-Marie, le premier bâtiment construit après l'incendie. Le musée abrite des artefacts et des histoires de l'incendie.
Les visiteurs ont affirmé que le musée est hanté. Certains ont signalé avoir entendu des voix fantomatiques, vu des apparitions et senti de la fumée. Un visiteur a signalé avoir vu le bâtiment englouti par des flammes fantômes. Des personnes ont également affirmé avoir vu des ombres autour de la fosse commune. L'odeur de fumée suit ces apparitions fantomatiques. En septembre 2013, le réseau d'investigation paranormale du Midwest a enquêté sur le musée et les environs. L'équipement électrovoix phénomène de l'équipe a capté plusieurs enregistrements faibles. Dans certains de leurs clips, on peut entendre une voix faible dire « Je suis Rachel ». Sur un autre enregistrement, une voix peut être entendue disant « Je cite, je supposais que tu viendrais ici ». Fin de citation. Malheureusement, en raison de la manière brutale et terrifiante dont ces hommes, femmes et enfants sont morts et de la manière dont leurs restes ont été traités, il n'est pas surprenant qu'ils ne reposent pas en paix. Numéro 1, l'incendie de l'école Collingwood. Le 4 mars 1908 a débuté comme un jour d'école ordinaire à l'école Lakeview de Collingwood, Ohio. Fritz Herder, le concierge de l'école, est arrivé à 6h30 du matin pour allumer le chauffage, assurant que l'école serait chaude lorsque les cours commenceraient. Fritz est ensuite parti travailler ailleurs dans l'école. À 8h du matin, 366 élèves se sont installés pour la matinée. Malheureusement, vers cette période, la chaudière est tombée en panne. Les tuyaux de vapeur sous les solives du premier étage sont devenus si chauds que la chaleur a enflammé certaines parties du sol. Les sols huilés, norme de l'époque, et l'intérieur principalement en bois ont accéléré la propagation du feu. Fritz, le père de 8 enfants dont 4 qui allaient à Lakeview, a remarqué quelque chose d'étrange pendant qu'il travaillait. Fritz a dit « Je pleurais dans le sous-sol quand j'ai levé les yeux et vu une volute de fumée sortir de sous l'escalier avant. J'ai couru vers l'alarme incendie, j'ai tiré sur le gong déclenchant l'alarme dans tout le bâtiment. Puis, j'ai couru vers les portes avant et arrière. » Fritz a ouvert les portes pour permettre aux étudiants de s'échapper, mais cela n'a fait qu'aggraver les choses car l'oxygène a intensifié l'incendie. Puis, les portes se sont refermées brusquement. Pris de panique, Fritz s'est précipité dans la salle de classe de sa fille de 13 ans, Elena, et les a exhortés à quitter le bâtiment. Fritz a dit, je cite, « Je ne me souviens pas de ce qui s'est passé ensuite, sauf que j'ai vu les flammes jaillir de partout et les petits-enfants courir à travers elles en hurlant. Certains sont tombés à l'entrée arrière et d'autres ont trébuché sur eux. J'ai vu ma petite Elena parmi eux. J'ai essayé de la sortir, mais les flammes m'ont repoussé. J'ai dû laisser mon petit enfant mourir. » Pendant ce temps, les étudiants dans d'autres parties de l'école pensaient que l'alarme incendie était une blague. Ce n'est que lorsqu'ils ont descendu l'un des escaliers qu'ils ont réalisé que l'incendie était réel. Certains étudiants ont essayé de traverser les flammes, d'autres se sont réfugiés dans les escaliers. Catherine Weiler, enseignante de 28 ans, a tenté d'escorter ses 39 élèves de deuxième année hors de l'école par les portes arrière. Il y avait déjà des enfants là-bas qui luttaient pour ouvrir les portes. Quand les portes ne se sont pas ouvertes, ils ont paniqué. Puis, les étudiants se sont attroupés à la porte. Et Weiler a tenté de tirer les étudiants de l'amas et d'ouvrir les portes, mais les étudiants l'ont piétiné à mort. Pendant ce temps, les étudiants ont tenté de fuir par les portes avant. Les étudiants ont envahi et surpeuplé le vestibule menant à l'entrée. Alors que certains étudiants tentèrent de reculer, d'autres se précipitaient vers eux, les piégeant tous dans le vestibule. Des parents et des employés d'un dépôt ferroviaire voisin se sont rués à l'école pour porter secours. Certains étudiants se sont échappés, mais sont retournés pour sauver leurs camarades. Les pompiers ont plus tard découvert les corps de frères et sœurs enlacés. Les sauveteurs ont tenté en vain d'ouvrir les portes. Les travailleurs du dépôt de chemin de fer ont, je cite, « frappé et martelé les portes en bois massif jusqu'à ce que leurs poings soient ensanglantés ». Fin de citation. Ils finissaient par briser les fenêtres et aider les élèves à sortir de l'école. Fritz Herder, qui était encore dans le bâtiment, a passé les enfants par les fenêtres
Ses mains étaient-ils brûlées au point de devenir noires. Il est resté dans le bâtiment aussi longtemps qu'il le pouvait avant de s'échapper lui-même. Finalement, les portes arrière se sont ouvertes sous la pression des élèves qui tentaient de sortir de force. Le tas de corps avait atteint presque 2 mètres de haut. Les secouristes ont désespérément essayé de sortir les enfants des tas enchevêtrés, mais les flammes les ont repoussés. Ils ont dû regarder impuissants les flammes engloutir les enfants. Finalement, les portes avant ont également éclaté, déversant une autre masse d'enfants. La plupart d'entre eux étaient déjà morts. Un parent, Wallace Upton, a retrouvé sa fille de 10 ans dans le tas. Elle a été piétinée et gravement brûlée, mais elle était toujours en vie. Upton a essayé de la sauver, mais il n'a pas pu la libérer du tas. Upton a été gravement brûlé dans le processus et a refusé un traitement médical pendant des heures. Dans une autre histoire, une mère est venue aider seulement pour trouver sa fille coincée dans un tas d'étudiants. Incapable de la sortir, la mère a tenu la main de sa fille pendant qu'elle s'éteignait. Les pompiers de Collingwood étaient dépassés par l'ampleur du désastre. L'équipe, surtout bénévole, a réagi lentement. Le département des incendies n'avait qu'un seul chariot tiré par des chevaux et il était à environ 1 mile de l'école lorsque l'incendie a commencé. À leur arrivée, la pression d'eau dans leurs tuyaux était insuffisante pour atteindre le 2e étage et leurs échelles trop courtes pour le 3e. Cependant, même s'ils avaient pu agir, cela aurait été vain à ce stade. L'incendie était devenu trop intense. L'incendie a ravagé l'intérieur de l'école en 30 minutes. Alors que l'incendie s'apaisait, les pompiers et les travailleurs ferroviaires ont passé des heures à dégager les corps. Le chef de bataillon Michael Fallon des pompiers de Cleveland a raconté comment il a extrait les corps des décombres calcinés. Il a dit, je cite, « Sous ma supervision, l'homme a travaillé avec des pelles pendant environ 1 heure, mais a trouvé cette méthode très lente et plutôt difficile, car jusqu'à présent, nous n'avions récupéré qu'1 dizaine de corps, en raison des masses enchevêtrées de corps brûlés. Et comme je souhaitais extraire les corps sans les émuler, j'ai alors décidé de faire flotter les corps en mettant un grand courant d'eau sous chacun d'eux, créant ainsi une pression qui s'est avérée satisfaisante. Les corps flottaient comme du bœuf dans une cuve. Notre travail a ensuite été facile. Nous avons été quelque peu gênés à cause des parents des enfants morts qui réclamaient un aperçu de ces petits chéris alors qu'ils étaient sortis des décombres du bâtiment pour être placés sur des brancards et dans des ambulances. » Fin de citation. Les corps ont été transportés dans un atelier ferroviaire voisin servant de morgue temporaire. Les corps étaient alignés par rangées de 10. Certains corps étaient tellement carbonisés que des parties tombaient pendant qu'ils étaient déplacés, rendant l'identification encore plus difficile. Une foule de familles endeuillées s'est ruée dans le magasin cherchant désespérément des réponses. Les familles ont été autorisées à entrer dans la morgue par groupe de 10 pour identifier leurs enfants. Des étudiants étaient brûlés au point d'être méconnaissables, entraînant une mauvaise identification de certains corps. D'autres corps n'ont pas été identifiés car leurs restes n'étaient pas reconnaissables. D'autres n'ont pas été identifiés. 19 ensembles de restes sont manquants. L'une d'entre elles était Catherine Wheeler, l'enseignante héroïque qui a tenté de sauver les étudiants. Au total, l'incendie de Collingwood a fait 175 victimes, dont 172 étudiants, 2 enseignants et un sauveteur, John Cracknick. Il a été parmi les premiers arrivés sur place. On l'a aperçu la dernière fois courant vers l'immeuble en feu. Près de la moitié des 366 élèves inscrits ont été décimés en quelques minutes. Les résidents de Collingwood étaient outrés et cherchèrent quelqu'un à blâmer. Alors ils ont porté leur attention sur Fritz Herder. Quelques heures après l'incendie, une foule de 500 personnes s'est rendue chez lui. La police a patrouillé dans la zone pour protéger sa maison. Fritz et sa famille là sont restés chez eux. Le lendemain, 3 cercueils contenant les restes de 3 de ses enfants ont été livrés à la maison de sa famille. Les corps de 3 de ses enfants, Walter âgé de 15 ans, Elena âgée de 13 ans et Ida âgée de 8 ans, ont été retrouvés blottis ensemble au 2e étage. Fritz avait également été brûlé dans l'incendie et il portait des bandages. Quand les gens ont vu les cercueils et les bandages, ils ont quitté la zone.
Les enquêteurs ont déterminé que Fritz n'était pas responsable de l'incendie de l'école. Fritz a travaillé comme concierge dans des écoles locales jusqu'à l'âge de 70 ans. Il parlait rarement de l'incendie. Il est décédé en 1958 à l'âge de 96 ans. Alors que la plupart des familles ont décidé de tenir des cérémonies privées, la ville a acheté un terrain pour une fosse commune pour les victimes non identifiées. Les familles qui ne pouvaient pas se permettre les frais funéraires ont également été autorisées à enterrer leurs enfants dans la même zone. Les services funéraires ont eu lieu du lever au coucher du soleil pendant presque 3 jours. Il n'y avait pas assez de corbillards pour transporter les cercueils, donc beaucoup ont dû utiliser leurs propres chariots pour amener leurs morts au cimetière. Les ruines brûlées ont été déplacées de la terre et à sa place, la ville a planté un jardin public pour commémorer les victimes. Le grand mémorial au centre comportait 175 carreaux, chacun portant le nom d'une victime. Au début, on pensait que les étudiants ne pouvaient pas sortir car les portes s'ouvraient trop vers l'intérieur. Plus tard, il a été déterminé que les portes s'ouvraient vers l'extérieur. Un problème majeur avec les portes était que les loquets étaient difficiles à ouvrir. Avec un troupeau d'enfants en débandade, les élèves ne pouvaient pas ouvrir les loquets. De plus, un rapport sur l'incendie indiquait que les portes du vestibule intérieur menant aux entrées principales étaient trop étroites. Cela a provoqué un goulot d'étranglement d'étudiants. De plus, les sorties de secours des étages supérieurs n'atteignaient pas le sol. Le rapport a également indiqué que la conception du bâtiment agissait comme une cheminée, forçant le feu à monter et brûlant l'intérieur de l'école beaucoup plus rapidement. Plus d'une centaine de familles ont perdu un enfant à cause de l'incendie en an. Après l'incendie, de nombreuses familles ont vécu des événements étranges. Ils prétendent avoir vu leurs enfants décédés dans leur maison. Certains ont entendu des voix dans une autre pièce, et quand ils entrent dans la pièce, il n'y a personne. Après la destruction du bâtiment, l'école commémorative de Collingwood a été érigée sur le terrain adjacent. Fermée en 1970, les résidents qui vivent près de l'école commémorative abandonnée ont dit avoir vu une lumière vive clignoter dans une fenêtre du 2e étage, puis se déplacer dans le couloir. Les personnes assez courageuses pour s'aventurer dans le bâtiment ont prétendu avoir ressenti des baisses de température et des zones froides. Ils ont également entendu des enfants crier. Le jardin commémoratif, qui a fermé dans les années 70, était également une source d'étranges activités paranormales. Les visiteurs prétendent qu'ils ont senti une odeur de fumée si putride qu'ils ont quitté le jardin. L'école commémorative a été démolie et remplacée récemment. À ce jour, aucune activité paranormale n'a été signalée donc. Espérons que les esprits des 172 enfants et 3 adultes qui ont perdu leur vie ce jour-là reposent enfin en paix. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, nous espérons qu'elle vous a intéressé. Si elle vous a intéressé, assurez-vous de vous abonner, nous aurons une nouvelle vidéo sur le paranormal chaque semaine. Si vous venez de découvrir cette chaîne, assurez-vous de consulter notre autre chaîne, Criminally Listed. Nous avons plus de 325 vidéos présentant des histoires de crimes étranges, mais vraies. Vous pouvez la trouver sur la chaîne YouTube Criminally Listed. Nous avons aussi un podcast sur les affaires non résolues qui ont été résolues, nommé Criminally Listed Presents into the Killing. Vous pouvez le trouver sur Stitcher, Spotify, Amazon Music et où vous trouvez d'excellents podcasts. Merci d'avoir regardé